Bonjour à tous, bienvenue sur Expatimo, le podcast des investisseurs expatriés. Je suis Sébastien, votre hôte. Passionné par l'immobilier et les investissements, j'ai hâte de vous amener dans un voyage passionnant à travers le sujet du jour. Pour me présenter rapidement, je suis le fondateur d'Acheter pour louer. Acheter pour louer est une plateforme innovante qui accompagne les Français expatriés dans leurs investissements immobiliers en France. Si vous avez un projet en tête, que ce soit pour acheter, louer ou investir, n'hésitez pas à me contacter. Alors, sans plus tarder, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Singapour avec un très beau soleil et nous accueillons Jean-Baptiste. Merci JB d'être avec nous. Merci Sébastien pour l'invitation pour ce podcast et puis ravi de t'avoir à Singapour. Merci. Est-ce que déjà tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, d'où tu viens et comment tu es arrivé à Singapour? Ok, écoute, je vais essayer de faire ça plutôt court pour éviter de prendre 10 minutes du podcast. Moi je suis venu à Singapour en 2014. J'ai une formation d'ingénieur aéronautique et avec un petit passage en école de commerce. Et j'étais venu en fait à Singapour pour faire un stage de fin d'études chez Safran qui a duré 6 mois. Et en fait, je suis jamais reparti. Après ça, j'ai réussi après des recherches un peu longues à trouver un premier job chez Airbus, ici à Singapour, dans la division hélicoptère. Et après ça, j'ai travaillé chez Business France. J'ai bougé à Hong Kong en 2018 pour aller travailler chez Aéroport de Paris. Et puis, plus récemment, j'avais créé mon entreprise aussi, que j'ai eue pendant 3 ans à Hong Kong, avant de revenir aujourd'hui à Singapour pour travailler dans une boîte de logiciels, où je suis en ce moment en charge du business développement. Ça, c'est pour la petite introduction. Ok, c'est un beau parcours avec pas mal de mouvements. Donc aujourd'hui, on va parler d'immobilier. Donc tu aimes bien l'immobilier. Et si tu peux nous en dire un peu plus, qu'est-ce qui t'attire dans l'immobilier en général? Effectivement, l'immobilier, c'est venu assez tôt. C'est venu même très très tôt. Quand j'ai commencé à travailler, j'étais à la recherche déjà de préparer le futur. Un petit peu comme tout le monde, on commence à travailler, on se dit je vais y passer les longues prochaines années de ma vie. Comment je fais pour faire en sorte de construire quelque chose de durable? Et j'avais à cette époque en tête déjà de m'orienter vers des assets, vers des investissements qui pouvaient produire à terme du cash flow. Et à la recherche de solutions qui me permettaient de faire grossir mon capital tout en ayant la possibilité d'avoir du cash flow positif et avec un besoin d'apport alors j'ai oublié comment on dit en français, mais de devoir remettre la main à la poche tous les mois pour contribuer. L'effort d'épargne. L'effort d'épargne, voilà. C'est le bon terme, l'effort d'épargne, ou qui était minimal ou négatif. Donc en fait, très rapidement, je me suis dirigé vers l'immobilier. Et dès la première année où j'ai commencé à travailler, j'avais un objectif, c'est d'acheter mon premier appartement en France. Parce que je pense que tout Français, devrait avoir un appartement en France. C'est la base d'un patrimoine sain à mes yeux. Et donc voilà, c'était un peu la croix et la bannière pour ce faire. J'étais à l'étranger, à l'époque il n'y avait pas forcément de problème sur les taux, mais il y avait des difficultés à avoir des crédits en tant que non-résident. Donc il y avait des questions de contrat, il y avait des questions d'apport, et il y avait des questions de distance pour comment réussir à trouver un bien qui faisait du sens, pour en faire un bon investissement. Pour revenir sur la partie contrat, moi j'avais eu en l'occurrence un problème, c'est que chez Airbus, j'avais un contrat à durée déterminée, avec une date précise de fin sur le contrat. Et ça, c'était un premier obstacle. Toutes les banques m'ont dit non, nous il nous faut un CDI. En plus, je m'adressais à des agences de banlieue parisienne qui n'étaient pas forcément très familières avec le process de travailler avec des non-résidents. Et ils me demandaient tous, non, il nous faut un CDI, sinon là, c'est vraiment, on va rien pouvoir faire pour vous. Donc à l'époque, j'avais réussi à soudoyer mon manager chez Airbus de me faire une lettre qui disait que mon contrat était en fait un contrat à renouvellement tacite et que c'était normal à Singapour, qu'il n'y avait pas de CDI. Ce qui est plus ou moins le cas. Plus ou moins le cas, plus ou moins vrai, plus ou moins faux. Alors c'est vrai que si tu as un CDI ici ou un contrat à durée indéterminée, de toute façon, tu peux te faire virer le lendemain. On n'est pas en France. Donc en fait, avoir un contrat à durée déterminée qui se renouvelle ou un contrat à durée indéterminée, ça change sincèrement pas grand-chose. Donc j'avais réussi à résoudre ce premier point. Troisième point, mais c'était de trouver un bien. Et
puis là, on pourra en parler plus longuement plus tard, mais j'ai eu la chance, c'est que j'avais ma mère qui était en région parisienne et qui adore visiter des appartements. C'est vraiment son truc. Alors j'ai eu, c'était... Donc petit à petit... Donc c'est un projet presque familial. Ouais, finalement, j'aurais pas pu le faire, en tout cas dans ces conditions, sans l'aide de ma mère. Mais c'est un projet qui, malgré que j'avais du support en France, ça a duré quasiment 1 an. Ah ouais. La recherche de biens, une fois que le bien a été trouvé, on a eu de nombreuses galères pour le sécuriser et réellement l'acheter. Et enfin, puis les rénovations et la mise en location. C'était un process, on pourra le détailler plus tard si tu veux, mais ça a pris une bonne année. Avant qu'on parle vraiment du bien, comment t'es venu à l'immobilier? En fait, je sais pas, est-ce que t'as lu des livres, des articles, t'as écouté je sais pas si à l'époque il y avait des podcasts. Comment que t'avais entendu dans ta famille avant? Moi, je pense que de toute façon, en France, on a quand même la culture de l'immobilier de manière générale, de la pierre. Mais j'avais lu un livre de Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, qui à l'époque m'avait pas mal inspiré sur... Tout le livre est orienté sur la création d'un patrimoine qui est via des assets à cash flow. Et en fait, une grosse partie, dont cet auteur, une grosse partie de son patrimoine, c'est de l'immobilier. Et en fait, l'immobilier correspondait bien à ça. Donc si tu fais le montage de façon bien étudiée, tu peux réussir à avoir du cash flow positif sur de l'immobilier. En tout cas, tu pouvais, en ce moment, c'est un peu plus dur. Mais c'était l'objectif et je me dis, ok, l'immobilier répond à mon besoin, petit 1. Et petit 2, c'est l'accès au crédit. L'accès au crédit en France, il n'y a pas forcément beaucoup d'assets qui te permettent d'aller emprunter, je ne sais pas, 100 000 euros ou plus quand tu viens de commencer 6 mois après avoir commencé ton premier job dans ta vie. Donc c'était assez naturel finalement d'aller vers l'immobilier. Ok. Et alors peut-être pour préciser, parce que tu parles beaucoup de cash flow, mais peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que ça veut dire. Dire rapidement. Très rapidement, l'idée, par exemple, imaginons qu'on achète un bien, je vais faire un emprunt d'un certain montant. Je vais devoir rembourser un crédit, dans la plupart des cas, à moins qu'on ait beaucoup de liquidités. Et en fait, ce crédit, le remboursement, je veux juste m'assurer que tous les frais que j'ai mensuellement, et même après impôt, soient inférieurs à ce que je reçois de la part de mon locataire. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, il me reste du cash sur le compte en banque, plutôt que l'inverse, où il y a un effort à faire, où tous les mois, on doit remettre de l'argent. Alors pourquoi moi ça m'attirait particulièrement, c'est que je venais de commencer à travailler et j'avais en tête de me dire, si j'ai envie de partir 6 mois en Amérique du Sud, vivre dans la pampa et déconnecter complètement, je ne veux pas avoir de contraintes, de devoir rembourser la banque pendant ce temps-là. Alors, j'avais envie encore de garder finalement une certaine liberté et de ne pas avoir ce genre de contraintes, en tout cas si tôt dans ma vie. Et après, c'est vrai qu'il y a tellement de paramètres pour garder les prix au mètre carré, taux d'intérêt, et aussi donc combien vont rapporter les loyers. Et c'est vrai que, comme tu le dis, peut-être qu'aujourd'hui, des fois, c'est pas tout le temps possible, vu que les prix au mètre carré ont monté, les taux ont monté aussi, et de l'autre côté, on a des loyers qui sont plafonnés dans certaines villes. Ouais. Donc c'est vrai que c'est des calculs à faire, et si on recherche le cash flow positif, il faut vraiment regarder un peu partout et faire des bonnes recherches. C'est exactement ça. Alors moi, j'étais à Singapour, donc à distance. J'avais heureusement ma mère qui m'aidait sur place, mais ma mère n'a pas forcément, alors elle adore rénover un appartement, mais elle n'a pas forcément le mindset d'investisseur. Donc moi, j'avais créé un énorme fichier Excel qui calculait tout, donc le prix de l'achat, l'estimation des rénovations, le crédit, tout était pris en compte. Et pour chaque bien qu'elle allait visiter, je pouvais rentrer dans mon calculateur le prix, ce que je pouvais espérer négocier, ce que je pouvais, donc tous les frais étaient calculés, et ça me donnait un rendement estimé. Donc j'avais aussi pris en compte l'imposition pour les non-résidents. Donc, j'avais mon centre de pilotage et où je disais feu vert, feu rouge sur chaque bien que ma mère allait visiter. Et c'est toi qui as fait cet Excel? Ouais. Il mériterait d'être dépoussiéré. Hein. Mais, ça c'est mon petit côté ingénieur et puis j'avais des petites heures en plus quand je travaillais chez Airbus. Mais non, j'avais effectivement créé cet énorme Excel qui me permettait de très rapidement de prendre des décisions, parce qu'en plus il y a une question de temps. S'il y a un bien qui est intéressant sur le marché, s'il est réellement intéressant, il ne reste pas plus d'une semaine. Ouais, tout à fait. Donc il faut être capable d'agir très rapidement.
Et ça, c'est plus pour donner une indication. Si j'ai réussi, et comme tu dis, c'est difficile d'avoir du cash flow positif, ma mère, à l'époque, sur cette période-là, a visité entre 100 et 200 appartements. Ah ouais. Et on a fait des offres peut-être sur 2. Ah ouais. Et donc, c'est... Oui, voilà. donc, heureusement qu'elle aime l'immobilier et qu'elle était... Elle ça l'a bien ça. occupée, en fait. Alors, à la fin, elle en avait un peu marre, quand même. Elle m'a dit, bon, là, c'est quand même bien... mais voilà, donc c'était le process. Et effectivement, ça, faut pas... Il y a beaucoup de biens qui sont sur le marché, qui sont pas forcément des... C'est pas des mauvaises affaires, mais c'est pas des excellentes affaires comme ce que moi, je recherchais à cette époque. Et j'avais aussi en tête de me dire que le premier investissement, je me devais de faire en sorte qu'il soit le plus propre et le plus rentable possible, dans l'idée de ne pas me mettre un boulet au pied pour le second investissement. Ouais. Donc, première étape, tu avais donc sécurisé le crédit. Et après, donc, tu as lancé les visites avec ta maman. Et donc, tu as fait donc, tes recherches en ligne. Tu regardais sur les sites publics, c'est ça, genre se loger. C'était une composante de plein de choses. On avait des agents, alors je sais plus, il y avait 2-3 agences sur le coup. Alors, je la remercierai jamais assez, parce qu'elle a passé des week-ends entiers à aller visiter des appartements. Ah oui, dans la région parisienne, hein, c'est Ouais, ça. Hein. ouais. Un peu partout. Alors moi, j'avais quand même délimité. Je visais la partie sud, la petite couronne sud de Paris. Ok. Donc 94. Alors 94, c'est là où j'ai fini par acheter, à Ivry-sur-Seine. Ok. Mais avec certaines parties du 92 qui étaient encore un peu moins cotées que les villes les plus huppées. Et en termes de sélection des zones, ça c'était aussi un de mes critères, et où on n'était pas tout à fait d'accord justement avec ma mère. C'était de dire, moi je cherchais des villes qui étaient, à dire pourries, parce que c'est pas très sympa de le dire comme ça, mais des villes qui étaient un peu moins bien, un peu moins jolies, qui avaient moins de charme, et plutôt que des villes sympas. Et en fait, ma logique là-dedans était de me dire, une ville qui est pas géniale, elle a plus de potentiel d'upside, elle a plus de potentiel de montée, et peut-être moins de potentiel de descendre. Elle peut se dégrader, mais elle a moins de potentiel de se dégrader qu'une ville qui est sympa. Et une ville qui est sympa a peut-être moins de potentiel d'être 2 fois plus sympa dans 20 ans. Et donc c'était comme ça que j'en étais venu à Ivry-sur-Seine, qui est là où j'ai étudié, hein, je connaissais bien parce que j'y ai passé 5 ans, y aller tous les jours. C'est une ville qui est historiquement communiste, c'est un foyer de travailleurs, c'est une ville qui est un peu grise, qui a été développée, il me semble, dans les années 80, donc c'est pas très, très joli, c'est pas la ville la plus charmante d'Île-de-France, mais en même temps, il y avait pas forcément d'insécurité, pas très joli mais c'était safe, et surtout c'était à 500 mètres de Paris. Ouais. Comme à cette époque la partie de Bercy et de bibliothèque à Paris, donc qui est au sud-est de la capitale, se développait, des nouvelles constructions, je me suis dit en fait Ivry c'est une ville qui est pas très jolie aujourd'hui, elle peut que s'améliorer. Ouais. Et si elle s'améliore pas, en fait, c'est pas grave. Je veux juste pas qu'elle descende, mais le potentiel à la baisse était... et puis bien connecté, parce qu'il y a pas mal de lignes de métro, bus, tram. Exactement. Donc, et alors j'ai fait le bon pari, parce qu'ils ont annoncé 6 mois plus tard l'ouverture d'une ligne à 500 mètres de l'appartement que j'ai fini par acheter. Ouais. Donc c'était la logique dans laquelle j'étais. Et donc, c'est quel type de bien que tu as acheté ? On parle d'un studio. Ouais. C'est un studio de 33 mètres carrés. Ok. Qu'à l'époque, on avait eu à 128 000 €. Ah ouais. Alors 128 000 € avant tous les frais, mais même déjà à l'époque c'était un bon prix. Et aujourd'hui, je pense que l'appartement devrait s'approcher gentiment des 200. Okay. En fait, ce qui nous avait aussi fait le choisir, c'est qu'il était déjà pas très cher, mais il était moche. Okay. Et en fait, je cherchais particulièrement des biens moches. Parce que dans ma logique, un bien qui est moche n'a pas été retravaillé, donc tu payes pas le prix de la rénovation qui a été mise dans ce bien. Par contre, tu peux le prendre à ta charge, la rénovation, mais elle te coûtera forcément moins cher que si quelqu'un l'a fait pour toi. Et donc ma logique c'était de trouver un bien moche mais sain, dans une résidence vieille mais pas trop vieille pour qu'elle ait encore de nombreuses années devant elle. Et c'était un peu le sweet spot que je recherchais. Donc le bien trouvé, donc le crédit a été validé, ouais. Signature chez le notaire, et à partir de là, donc, vous avez fait des travaux. On a fait des travaux. Avant ça, avoir le bien s'est avéré très compliqué. Ah. On s'est rendu compte que l'agence qui était en charge de ce bien, qui est resté vide quand même 6 mois, avait logé illégalement quelqu'un. Donc on recevait des courriers, il y avait des factures d'eau à un nom de quelqu'un qui n'était pas du tout dans les registres, dans les papiers. Donc il y a eu des complications de ce type. On a mis ça. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu un paquet de petites surprises, d'où l'opération qui a duré 1 an. Mais bon, après ça, une fois, avec un peu de persévérance, de patience, on a réussi à récupérer le bien et on a fait effectivement des travaux. Et là, on est parti en mode home staging complet, ouais. À vouloir transformer ce petit appart moche en quelque chose d'hyper fonctionnel, d'hyper pratique pour
Nous, on visait des jeunes cadres qui bossaient dans le sud-est de Paris ou des fonctionnaires de Bercy. Okay. Et c'est exactement les profils qu'on a eus, sauf un. J'y reviendrai peut-être après pour la partie gestion. Mais donc, on a eu quelqu'un qui travaillait à la bibliothèque François Mitterrand, quelqu'un qui travaillait à Bercy, qui était détaché de Lyon. Et la partie travaux, donc, comment tu as fait? Donc, c'était pas une société qui faisait tout? Non, on a tout fait nous-mêmes. Et encore une fois, j'insiste, l'unique raison pourquoi j'ai pu faire cette opération, c'est parce que j'avais ma mère sur place. Sans quelqu'un sur place pour gérer, ça aurait été impossible. Ouais. Déjà, de trouver le bien, de gérer les travaux, ça aurait été littéralement impossible. On a trouvé un artisan qui nous avait été recommandé, on a tout remis, on a remis des cloisons, on a tout refait, toute la cuisine, tout. On a refait dans l'espace de vie une séparation, un petit muret pour séparer l'espace nuit de l'espace jour. Donc ça fait un bis. Tu as en fait un salon très spacieux, mais bon, c'est la région parisienne, avec un espace salon à droite et un espace nuit à gauche qui est séparé par un petit muret qui arrive, je sais pas, qui doit faire 1 mètre de haut, plus un rideau assez lourd qui peut se fermer et qui sépare complètement les deux espaces. Même si on a un couple qui vit dedans, en fait on peut avoir un peu d'intimité sur l'espace nuit ou de tranquillité, tout en ayant, je sais pas, quelqu'un qui regarde la télé dans le salon. Et donc, au niveau budget travaux, tu te souviens à peu près combien il y en avait? Je pense que les travaux de base ont coûté dans les 20 000 euros, avec de l'ameublement, peut-être 5 000 euros en plus. Voilà, c'est ce ordre d'idée. Donc le bien, il était à 128, à frais de notaire, frais d'agence 140, donc 160, il a coûté 165 à avoir préalloué. Préalloué, ouais. Ok. Et donc après, mise en gestion, donc là il fallait que tu trouves une agence pour louer. Exactement, donc on avait une agence qu'on connaissait dans la famille qu'on a embauchée sans trop faire de comparaison. Alors c'est une gestion en agence classique, donc mise en location, ils cherchent les locataires pour nous, ils gèrent les quittances de loyer, la relation avec le locataire, ça se passe correctement. Si j'habitais en France, je ferais la gestion moi-même, j'irais pas dépenser. Alors ça nous coûte je pense 7%. C'est la moyenne. Voilà, c'est la moyenne, mais c'est vrai qu'on est un peu déçu, si tu veux, de la prestation qui est apportée par en tout cas cette agence. On est mal tombé. Tu vois, moi en étant non résident, s'il y a un frigo qui tombe en panne, je peux pas m'en occuper moi-même. C'est pas moi qui va aller changer le frigo. Donc j'attends l'agence d'être proactive là-dessus. Elle peut l'être, sauf qu'en fait elle nous propose des prix qui sont le double du marché pour aller changer le frigo. Donc en fait on se retrouve, j'ai mon père qui est encore dans le bain, qui va aller faire tous ces petits travaux, ces petites choses, remettre les clés des fois aux locataires, remettre des vigies aux locataires. Donc c'est des petites actions où je pense que sur la gestion il faut bien choisir la personne avec qui on travaille. C'est vrai. Moi j'ai réfléchi à plusieurs reprises à essayer de trouver peut-être une autre agence qui est un peu plus proactive, ou d'autres solutions. Genre, c'est un sujet que j'ai en tête, d'essayer d'améliorer cette partie gestion. Et donc ça fait 6 ans, c'est ça Et ça fait, non, je l'ai eu en 2016, mis en location en 2017. Ok. Donc on est plutôt sur du 8 ans. 8 ans. Et en 8 ans, il y a eu combien de locataires alors? C'est une bonne question. 4 peut-être. Donc en moyenne 2 ans. Ouais, 2 ans de moyenne, peut-être 4 ou 5. 4 ou 5. Ok. On a eu des bonnes expériences sur 60% d'entre eux. On a eu quand même 2 mauvaises expériences raisonnables. On a eu quelques déconvenus, d'où l'importance d'avoir une agence ou une société de gestion qui est vigilante. Et quand tu parles de déconvenus, c'est-à-dire? Alors, on a eu quelqu'un qui était tout à fait normal, mais qui en partant a décidé d'embarquer des meubles de la cuisine. Voilà, bon, ça s'était bien passé tout le long, mais au moment de partir, on s'est dit que la plaque vitrocéramique lui plaisait, donc... Donc la plaque à induction. Ça a peut-être glissé dans les cartons. Oui, voilà, ça a dû. Donc bon, un peu un déconvenu. Ça a été réglé facilement avec la caution, ça a couvert les dégâts. Donc peut-être qu'en fait la personne avait cassé la plaque et l'a pas remplacée. Je sais pas pourquoi elle est partie avec. J'en sais rien. Bon, ça c'est la magie de la location. Alors on se rend compte qu'il y a beaucoup de trucs qui paraissent aberrants. Le deuxième exemple, j'avais à un moment 2 étudiants qui ont pris l'appartement avec les parents en caution, de bon profil, pas de red flag ou particulier, donc de jeunes en apparence très sympas, très sérieux. Et en fait, au bout de 6 mois, on a commencé à avoir des plaintes des voisins qui se plaignaient d'odeurs de cannabis partout dans l'immeuble. C'est assez commun en région parisienne. Ça m'alerte pas plus que ça. Après, c'est question de civilité. Mais le problème qu'il y a eu, c'est que ça a commencé un peu à dégénérer. Et après, les voisins commençaient à se plaindre de crottes de chiens dans les parties communes et de gens bizarres, je reprends les mots, de gens un peu bizarres qui traînaient et qui passaient beaucoup de temps dans l'appartement. Et en fait, en investiguant un petit peu, on s'est rendu compte que ce couple d'étudiants avait à demeure 2 personnes, que j'ai jamais vues, je sais pas, mais qui pouvaient s'apparenter à presque des marginaux, dans l'appartement avec 2 chiens. Et pas des chiens, on parle pas de caniches, on parle de gros chiens. Donc, il faut remettre la situation, on a un studio de 33 mètres carrés
avec 2 étudiants, plus deux autres personnes, plus deux énormes chiens. Wow. D'heures illégales, et puis du cas de chien dans les parties communes et des insultes quand les voisins se plaignent. Donc on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Nous on pense que les 2 jeunes en l'occurrence ont fait un peu des mauvaises rencontres ou sont un peu tombés sous influence d'amis à eux entre guillemets, et si bien qu'en fait on a retrouvé, les parents ont été vraiment top et ont tout assuré, ont payé il y a eu des dégâts forcément, 2 chiens, donc le parquet. Et déjà, comment vous avez fait? Donc vous avez demandé aux parents de les faire partir? Ouais, on a demandé aux parents et on a demandé, alors je me souviens plus du terme, mais on a lancé une procédure d'expulsion qui a été très vite expédiée, où il n'y a pas eu besoin, ils ont décidé de partir d'eux-mêmes. Heureusement, ça s'est résolu en 3 mois, il n'y a pas eu d'impayés, il n'y a pas eu de problème financier, mais en tant que propriétaire, c'est inquiétant. Mais donc voilà, l'agence a bien fait son boulot sur ce coup. On avait de toute façon l'assurance des loyers impayés au cas où, mais ça s'est résolu. Enfin, on a retrouvé la porte où ils avaient eux-mêmes installé un énorme verrou, sans nous demander, mais une clé, enfin voilà, un truc de compétition pour sécuriser une banque. Et je caricature, mais donc en fait on pense qu'ils ont eu des problèmes avec ces gens-là, et qu'en fait même les 2 étudiants n'y vivaient même plus depuis 1 mois ou 2. On était à la limite du squat, je pense. Wow. Donc c'est pour ça l'immobilier, des fois moi au début j'y suis allé en me disant très bien, des revenus passifs, même si on met tout en gestion, il y a quand même un peu de choses à faire. C'est pas se leurrer, rien n'est complètement passif. Il y a toujours un peu des choses à gérer, mais ça reste néanmoins un très bon investissement. Je suis heureux d'avoir ce bien. Et donc après, si on parler d'imposition, ton bien, donc tu le loues en meublé, c'est ça? Ouais, exactement. Pour le louer en statut meublé LMNP? Ouais, exactement. Et donc pour ça, tu passes par un comptable ou non, comment tu fais? Tu le fais toi-même? Tout moi-même. On a bidouillé un fichier Excel qui fonctionne à peu près, mais en fait, comme les déclarations changent, les formulaires de déclaration changent tous les ans, il y a des formulaires en ligne à remplir. Donc voilà. Donc l'appartement, on avait choisi le meublé, plusieurs raisons, et on avait choisi le régime réel. Donc il y avait une question de régime simplifié ou de régime réel. En tant que non-résident, ça faisait beaucoup plus de sens d'aller au régime réel, parce que ça me permettait finalement de ne pas payer d'impôts pendant 15 ans. On avait monté l'opération pour qu'il y ait assez de dépenses en rénovation, assez de dépenses en achat, et que les intérêts d'emprunt étaient suffisamment hauts pour qu'en fait je ne paye pas d'impôts pendant 15 ans sur les revenus. Après, ça impose de devoir faire des déclarations un peu plus complètes tous les ans. Je l'ai fait moi-même, c'est pas toujours très straightforward. Je pense que si j'avais 2 ou 3 biens, j'embaucherais un comptable pour me faire tout ça. Le formulaire qui est en ligne, sur lesquels on déclare tous ces revenus, les différentes lignes, ça change tous les ans. Il y a des changements, ils renomment des cases, alors je sais pas, ils doivent s'amuser à renommer ou pour justifier leur salaire au centre des impôts. Mais voilà, c'est un peu compliqué, c'est la partie toujours un petit peu stressante tous les ans, de déclarer ça, mais bon, j'ai décidé d'optimiser de limiter les dépenses et de faire un peu par moi-même. Et donc à aujourd'hui, les loyers ont dû monter un petit peu, et donc ça veut dire que tu ne payes pas d'impôts, et donc à aujourd'hui tu arrives à ton cash flow positif comme c'était prévu. Exactement. Pour donner des chiffres, l'appartement se loue en brut à 875 € par mois. J'ai des mensualités sur le crédit à 550 €, de 3 autres choses à payer en plus, mais globalement il me reste 220 € par mois. Okay. Alors attention, 220 €, ça compte pas les imprévus. Ça compte pas le jour où la copropriété veut refaire la façade, veut refaire certaines choses, refaire des étanchéités ou autres dans l'immeuble. Et en fait, on parle de cash flow positif, il faut pas se leurrer, il n'y a pas 220 € par mois que je peux utiliser pour aller au restaurant, mais c'est suffisant pour couvrir tous ces imprévus. Et en fait, ce que j'avais visé, c'était d'avoir entre 10 et 20% du loyer en positif. C'est-à-dire que sur 800 € par mois, je voulais au moins 150 € de cash flow positif tous les mois, pour justement couvrir tous ces imprévus et avoir moi la tranquillité d'esprit et pouvoir partir m'enterrer en Amazonie si j'ai envie. Non, c'est sûr, c'est un projet qui a pris du temps, qui passe bien. Et donc maintenant, est-ce que tu as des envies de continuer à développer ton patrimoine? Qu'est-ce que tu souhaites faire? Alors, c'était effectivement un peu long à mettre en place. Et à l'issue de ça, je me suis dit, ok, très bien, maintenant c'est bon, j'ai le premier appart, tout roule, il est loué. Tous les 2 ans, j'en rachète un. Et c'était un peu ce que je m'étais fixé, alors avec en plus d'autres investissements. Je m'étais mis ça en tête, et maintenant on est 8 ans plus tard, j'ai pas encore acheté. Mais oui, bien sûr, je compte continuer à faire de l'immobilier. Ça restera, je pense, pour toujours, à moins que le monde change du tout au tout,
ça restera une part non négligeable de mon portfolio d'investissement. Et oui, là, je pense sur 2024-2025, si on attend peut-être des bonnes nouvelles sur les taux prochainement. Qui ont déjà commencé à baisser, donc c'est déjà une première. C'est déjà. Alors il va falloir, pour ceux qui sont intéressés de passer à l'action, il va falloir être rapide sur les prochains mois. Je pense que au moment où les taux vont baisser, il y a beaucoup d'acheteurs qui vont revenir sur le marché. On le voit dans certaines villes, ça commence vraiment à reprendre. Là. À reprendre bien. C'est sûr que... Il y a toujours une question de timing. Après, il n'y a jamais de meilleur moment. Le meilleur moment, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Bon, après, il y a des périodes qui sont plus ou moins propices, mais le plus tôt, même pour les jeunes investisseurs, commencer le plus tôt possible, en définissant bien sa stratégie long terme. Est-ce qu'on souhaite mettre un minimum d'apport et capitaliser et leverager et avoir tirer de la banque et tirer de ce bien un maximum de capital, ou alors comme moi, prendre une approche plutôt cash flow et avoir un peu de sérénité sur les paiements. En tout cas, faut commencer assez tôt, quoi. Ouais. C'est pas... Et donc, si tu dois refaire un investissement demain, quelle est ton idée? Tu voudrais refaire le même type d'investissement dans la même région? Alors, le même type d'investissement, oui. Parce que je pense que c'est ce qui a payé, même si maintenant il faut faire quand même attention au DPE, donc au diagnostic énergétique des biens. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus louer un bien qui est en dessous de D. Dans les 10 ans qui arrivent. Donc, dans les 10 ans, oui. G, c'est l'année prochaine, ça va vite arriver. Donc E, F et G vont être interdits d'ici à 2034. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, peut-être que même toi, quand tu as commencé à investir, beaucoup de gens n'y pensaient pas beaucoup. Mais maintenant, c'est vrai que... mais ça peut être aussi comme une opportunité, comme tu disais, ton bien moche, où on peut aller refaire des travaux après. Il peut y avoir effectivement une opportunité là-dessus, parce que, je ne vais pas détailler ça là, mais la façon dont sont faits les DPE, souvent c'est... Alors il y a un petit diagnostic fait à l'œil nu pour aller valider qu'il y a du double vitrage ou pas. Maintenant, il y a effectivement une grosse partie du diagnostic qui est fait sur la consommation du bien. La consommation réelle. Donc en fait, parfois, il y a une décorrélation entre le diagnostic qui a été fait et la réalité du bien. Et un bien qui est en E pourrait, dans certains cas, passer en D assez facilement. Donc il peut y avoir une décote sur un bien en E. Je lance ça là. Je pense que si on investit dans ce type de bien, qu'on cherche du cash flow, ça peut être intéressant parce qu'on va aller chercher des prix pas chers parce que personne ne veut ce bien. Pas beaucoup de gens veulent faire des travaux et on fait venir cet expert qui dit ce qu'il faut changer. Donc il faut faire les calculs et voir est-ce que ça vaut le coup ou pas parce qu'il peut y avoir peut-être beaucoup de travaux. Donc est-ce que ça vaut le coup si on l'achète? C'est important. Je suis entièrement d'accord avec ça. On parle souvent du risk-reward, risk-reward ratio. Mais en fait, dans beaucoup d'investissements, il y a aussi le travail-reward ratio. Il y a des investissements qui vont être simples, qui vont demander aucun effort, qui vont apporter une certaine sérénité, pas de travail, mais elles vont apporter forcément des rendements plus faibles. Et on peut aussi voir les choses, si on est capable, qu'on a envie d'aller sur des choses un peu plus exotiques, faire des travaux, mener un projet plus complexe, on peut, dans certains cas, atteindre des rentabilités bien supérieures. Mais ça impose du travail, du temps, donc c'est pas pour tout le monde. Ça dépend vraiment du profil d'investissement, de la capacité à épargner, de beaucoup de choses. On avait parlé aussi d'investissement à l'étranger. Tu aimes bien l'idée d'investir hors de France, c'est ça? Ouais, comme tu sais, moi ça fait 10 ans que je suis dans la région, en Asie, donc je pense que mon futur va quand même être probablement assez lié à l'Asie sur une bonne partie de ma vie. Donc investir dans la région, c'est quelque chose que j'étudie, que je souhaite faire, qui m'intéresse en tout cas, qui moi me stimule et me donne envie. Je ne suis pas encore passé à l'action, j'avais étudié plusieurs projets, à un moment des villas à Bali, ça, toi tu pourras en parler plus que moi, mais c'était quelque chose qui m'intéressait. J'avais étudié aussi Bangkok pour les condos. J'en suis revenu, je ne suis pas passé à l'action sur Bangkok pour multiples raisons. Et aujourd'hui, en fait, j'étudie des villes secondaires d'Asie qui sont un petit peu encore sous le radar. Y a un site que peut-être que tu connais qui s'appelle AirDNA. C'est un agrégateur de data basé sur Airbnb. Donc en fait, ils scrapent toute la data d'Airbnb. Ils vont regarder les loyers, le moment où les appartements sont en location, pas en location, le taux de vacances, et ils vont mettre ça en parallèle avec le prix des biens. En tout cas, une moyenne du prix des biens. Et ça permet d'étudier un petit peu le marché sur location court terme. Et il y a des villes qui ressortent, comme par exemple Penang en Malaisie, avec un score
score de 99 sur 100. Alors ça c'est leur barème, mais un très bon score. Donc ça veut dire que tu n'achètes pas trop cher, tu peux arriver à trouver des biens pas trop chers, et ce que le site te dit, c'est ça se loue super bien, c'est une demande très très forte, il n'y a pas assez de biens. Exactement. C'est ça. Ça se loue à peu près à temps, la nuitée moyenne est à temps, et la vacance est ou en tout cas l'occupancy va être à 70%. Donc par an, vous allez générer en moyenne sur Penang tant. Et après ça, tu peux le mettre côte à côte avec le prix du bien moyen, et donc tu vois des rendements assez... Et on est sur quel type de budget à Penang? Ça varie, il y a des trucs à... Alors la Malaisie, on a toujours un peu la fausse impression que c'est pas très cher. C'est pas donné, c'est pas les prix de la France, mais dans certains endroits c'est pas loin. Donc on peut commencer, je pense, sur 100 000 USD sur des petits apparts. Oui, c'est même pas une villa. Non, on parle d'appart. Alors Penang, pour remettre le contexte, pour ceux qui écouteraient, qui ne connaissent pas, c'est une île en Malaisie, c'est la deuxième ville de Malaisie, et c'est une ville dans laquelle il y a eu beaucoup d'investissements chinois depuis les 10-20 dernières années, et c'est une île qui commence à être saturée. Donc ça commence à grandir en hauteur, il y a des tours, donc des condominiums qui se construisent, voilà, ils n'ont pas forcément beaucoup de place, mais tout le monde veut être là-bas. Parce que c'est la deuxième ville de Malaisie où les gens qui ont un peu d'argent aiment vivre, et où il y a beaucoup d'investissements chinois. En plus de ça, c'est joli, il y a la plage, je vous invite à regarder sur Google. Tout le monde va aller à Penang maintenant. Donc c'est bon, c'est un exemple, je n'ai pas pris ma décision sur Penang, mais la deuxième chose qu'il faut regarder, c'est aussi le cadre légal en Asie, où tout n'est pas clair, quoi. On va acheter par exemple une villa à Bali, tu peux trouver des moyens pour avoir un prête-nom, tu peux prendre une société d'investissement étrangère pour acheter, il y a des moyens qui sont sécurisés, mais ça reste parfois pas aussi straightforward que d'acheter un bien en France. Donc il y a... Oui, le fait d'être propriétaire du sol voilà. Ou du bien. C'est ça. C'est tout à fait. Donc en plus, tu connais mieux que moi, mais il va y avoir une question de leasehold, c'est-à-dire qu'on va louer le terrain pendant 30 ans, par exemple. Et donc c'est un modèle qui est très différent. On construit une villa, on sait que dans 30 ans, il est possible qu'on ne puisse pas garder le terrain. Donc en fait, il faut des rendements bien plus élevés pour... alors il y a moyen de se faire pas mal d'argent, mais c'est un profil assez différent. En Thaïlande, c'est pareil, on ne peut pas être propriétaire de la terre. Par contre, en Malaisie, il y a un cadre qui est tout à fait bien établi et qui est très clair sur l'achat de biens. Ça, moi, ça m'intéressait aussi. Donc, qui est rassurant quand tu investis. Exactement. Et puis aujourd'hui, je pense que tout le monde parle beaucoup de la Thaïlande, de l'Indonésie. On parle moins de la Malaisie. Des raisons, c'est peut-être aussi, il y a des raisons, c'est aussi moins fun ou moins sympa d'y vivre, mais voilà, donc j'explore un petit peu les différentes opportunités dans la région. Ok, c'est intéressant. C'est vrai que les gens qui habitent ici en Asie depuis un petit moment, certains achètent des biens un peu partout en fonction de leur affinité. Mais la Malaisie, moi j'en ai pas beaucoup entendu parler, donc je vais regarder aussi. Regarde sur RDNS et ça te fait toute la région, tu peux voir vraiment, tu as des zones. Alors bien sûr, il faut regarder un peu plus loin que le retour court terme aujourd'hui, ça se trouve dans 10 ans, le retour qui existe aujourd'hui n'existe plus parce qu'il y a beaucoup plus d'offres sur le marché. Mais il y a certains coins un petit peu sous le radar, quoi. Intéressant. Ok, je pense qu'on va bientôt finir le podcast. Et la dernière question que j'ai envie de te poser, c'est quel conseil tu donnerais pour quelqu'un qui n'a jamais investi ou qui se pose des questions et qui se dit j'ai envie d'y aller, mais faut se lancer. Qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce qui les pousserait à investir? Ok, déjà il faut passer à l'action. Quand on ne sait pas, quand on veut faire quelque chose, qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre, il faut commencer à faire quelque chose. Ça c'est génial. Dans la vie, si tu ne sais pas quoi faire, commence à faire quelque chose, peu importe ce que c'est, commence à rechercher, écris un document. Je pense qu'il faut bien s'entourer avec les bonnes personnes. Moi j'ai eu la chance, dans mon cas, d'avoir ma mère qui m'a cherché un bien. Pas beaucoup d'agents qui à distance vont aller faire cet effort d'aller chercher autant de biens pour un deal. Il faut bien s'entourer avec les bonnes personnes pour le projet, parce que je pense que la profitabilité et le succès du projet se fait à l'achat. La gestion c'est important, mais c'est à l'achat qu'on va avoir un bon projet ou un projet moyen. Et entourez-vous bien, il ne faut pas hésiter à payer de bons artisans, payer des bons conseils. C'est pas de l'argent gaspillé, c'est quelque chose qui reviendra dans votre poche à un moment donné. Ok. Voilà. Bon, super. Merci beaucoup JB. Merci Sébastien. Et puis on espère te revoir dans quelques temps avec ton deuxième projet. Ah oui, je sais pas où, mais... Expatimo, le podcast est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre support et n'hésitez pas à partager cet épisode avec votre famille, vos amis, et pour nous soutenir, merci de nous mettre un commentaire et une note 5 étoiles, cela nous aide beaucoup.
Expatimo est créé par Acheter pour louer. Si vous avez un projet en tête, que ce soit pour acheter, louer ou investir, n'hésitez pas à nous contacter, nous serons ravis de vous accompagner.